proposition à vous faire. On a la présentation de Marc Sullivan. Alors, peut-être, Marc, tu pourrais commencer ta présentation. Marc, une fois que les problèmes techniques seront réglés. Alors, vas-y, Marc. Oui, c'est ça. Évidemment, je ne pourrais pas traiter de tous les points aujourd'hui, mais au moins, il y a des choses de base qu'il faut connaître. En ce qui concerne les hydrocarbures, tous les hydrocarbures, c'est la question de l'offre et la demande, qui est une chose vraiment importante en économie, mais l'économie gère aussi beaucoup le dossier des hydrocarbures, c'est important. Donc, il y a les dossiers d'extraction. La filière du gaz naturel liquéfié, je vais quand même en parler peut-être une dizaine de minutes parce que je crois que c'est là-dessus que le gouvernement met le plus d'importance à l'heure actuelle. Et par après, il y a les différents modes de transport, oléoduc, navire, rail, transport par camion et la bombe méthane, qui est quelque chose d'un peu nouveau, que j'ai pas eu l'occasion encore de vous entretenir. Ça touche évidemment les changements climatiques, mais ça fait en sorte qu'avec cette bombe, avec cette bombe méthane, ça fait en sorte que les changements climatiques vont peut-être arriver plus rapidement que prévu. Donc ça, c'était simplement pour fixer les grandeurs, les ordres de grandeur en ce qui concerne le pétrole. Un wagon-citerne comprend environ 700 barils, c'est ce qu'on voit là au milieu de la figure. Un convoi, en général, va comporter 100 wagons-citernes. Et puis, évidemment, on a des oléoducs qui comportent un certain nombre de lots. Ces lots-là, la dimension de ces lots-là, c'est environ 200 000 barils. Et puis, on a par après les réservoirs qu'on voit près des installations portuaires. Évidemment, il y a des diamètres qui peuvent être différents. Un diamètre standard comporte environ 500 000 barils. Et puis, on a des pétroliers de 350 000 à 4 millions de barils. Bon, pour en revenir à ce que je vous dis tantôt, c'est sûr que les hydrocarbures, c'est extrêmement important. Si on regarde ici dans ce graphique-là, on a le produit intérieur brut à l'échelle de la planète. Et en fonction de la consommation d'énergie fossile, ça comprend le charbon, le pétrole et le gaz, on peut voir qu'il y a une relation presque linéaire. Évidemment, il y a des années, il y a des récessions économiques, des petits changements, mais on peut voir qu'il y a quand même une relation assez importante. Ce sont des données de 1965 à 2013. Donc, l'offre et la demande, ça ici, c'est la consommation aux États-Unis des différents types, des différentes filières d'énergie. Donc, ce qu'on voit, évidemment, au tout début, on avait surtout du bois et du charbon. Le charbon est représenté en point foncé. Ensuite est arrivé le pétrole, un peu plus tardivement, autour de 1900. Ensuite, le gaz naturel en rouge, autour de 1950, et d'autres filières se sont ajoutées. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, plus de 80% de l'énergie consommée aux États-Unis, ce sont des fossiles. C'est de l'énergie fossile. Pour le charbon, à l'échelle de la planète, là, je représentais les données de 1965 à 2013. On peut voir que la consommation de charbon, même à partir de 1990, elle continue d'augmenter, et principalement à cause de la consommation en Asie. Les différents continents sont représentés avec différentes couleurs. Ici, on a la production de pétrole au niveau mondial de 1990 à aujourd'hui. Donc, on peut voir qu'elle est passée de 65 millions de barils par jour à environ 90 millions de barils par jour. En ce qui concerne les États-Unis, ils avaient atteint un pic dans les années 70-80, et puis depuis 2008-2009, ça remonte beaucoup à cause du pétrole de schiste. Donc, évidemment, ils sont en train maintenant de battre tous les records. Ils sont à 14 millions de barils par jour. Donc, des 90 millions de barils par jour, il y en a 14 millions qui sont produits aux États-Unis. Et c'est ici, on a la courbe pour le Canada. Le Canada, de 1980 à aujourd'hui, on peut voir qu'à l'heure actuelle, ça monte continuellement. On a atteint 4,4 millions de barils par jour. Et principalement dû à la production de pétrole des sables bitumineux d'Alberta. Ici, on a des projections jusqu'à 2035, mais à l'heure actuelle, on est autour de 3 millions de barils par jour et on pense doubler vers 2040. Mais si on regarde maintenant l'aspect que je dirais la demande. La demande, le pétrole brut ne sert finalement qu'aux raffineries.
Donc, si on regarde les raffineries au Canada, on a une demande totale. Donc, on peut voir dans le bloc de l'Ouest, on a 500 000 barils par jour. En Ontario, 380 000 barils par jour. Et dans l'Est du pays, 685 000 barils par jour pour une demande totale, que j'ai indiquée ici, de 1,6 million de barils par jour. Alors que notre production est de 4,4 millions de barils par jour. Donc, on voit tout de suite qu'on produit environ 3 fois plus de pétrole que nos besoins. Ici, en ce qui concerne l'Est du Canada, on a 3 raffineries, Suncor, Ultramar, etc. Donc, pour le Québec, c'est autour de 400 000 barils par jour que nous pouvons raffiner, alors que le Nouveau-Brunswick, avec la raffinerie Irving, en raffine environ 300 000 barils pour un total autour de 700 000 barils. Et là, notre consommation québécoise de pétrole, pour la dernière année, c'est 320 000 barils par jour. Donc, on voit qu'on raffine déjà plus de produits pétroliers que nos besoins, que notre consommation. Ici, on avait un schéma de M. Pinault, Pierre-Olivier Pinault, sur l'état de l'énergie au Québec. Et puis, on peut voir qu'il y avait du pétrole qui venait d'un peu partout, avec une certaine proportion du Canada, 4 les États-Unis, 9 etc. J'ai malheureusement pas mon pointeur pour vous l'indiquer. Mais ce qui est intéressant, ça, c'est une donnée pour l'année 2013. Et déjà, en 2015, dans le rapport Harvey, mais jugement de demain, c'est qu'on se rend compte qu'en 2014, il y a 50% seulement des importations de pétrole brut qui provient du pétrole de schiste américain. Donc, ça peut changer extrêmement rapidement. En quelques mois, les raffineurs décident d'aller chercher leur pétrole à tel endroit ou à tel autre, selon le prix du marché, évidemment, selon, comme on dit, des contrats. Donc, ça peut, même s'ils ont des contrats à long terme, il y a aussi des contrats à court terme. Non, ça, je peux pas. Donc, il faut que je m'occupe de mes diapos aussi. Ok, d'accord. Donc ici, on a, là je vous ai parlé du pétrole, donc on va parler maintenant du gaz naturel. Au niveau mondial, ça monte depuis les années 50 de manière à peu près continue. Et là, on a atteint le chiffre de 120 000 milliards de pieds cubes de gaz. C'est des unités habituellement qu'on retrouve dans le domaine de l'énergie. Si on passe à la prochaine diapo, on va le voir pour les États-Unis. Ça plafonnait autour de 20 000, et puis là, ça augmente depuis 2007-2008, encore là, à cause du gisement du Barnett ou des gisements de gaz de schiste aux États-Unis. Donc, ils sont en croissance à l'heure actuelle. Donc, retenez le chiffre autour de 25 000 milliards de pieds cubes. OK, on continue. Pour le Canada, on a atteint des sommets au début de la décennie 2000 et puis ça redescend. Et ça va avoir beaucoup de difficultés à remonter, même si on produit beaucoup de gaz de schiste, c'est que justement, c'est que notre gaz conventionnel s'amoindrit à un rythme plus grand qu'on l'avait prévu. Et puis évidemment, il faut trouver d'autres sources et puis les rendements ne sont pas aussi forts qu'on l'attendait. On continue. La consommation maintenant, on peut voir qu'elle est quand même beaucoup plus faible. On a de l'ordre de 3,7 millions de milliers, 3,5 milliards, alors que notre production est quand même 2-3 fois supérieure. On continue. Et là, le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'aux États-Unis, tout ce qui est pétrole et gaz de schiste est en déclin. Si on regarde le Marcellus, ils ont atteint un plateau en 2015 et c'est en train de redescendre. Prochaine diapo. Pour l'Etika, c'est un peu la même chose. Mais là, étant donné que le gisement est beaucoup plus récent, il a été exploité à partir de 2013, il est peut-être probable que, selon le prix du gaz, que ça remonte un peu, mais disons que la plupart des gisements à l'heure actuelle aux États-Unis sont en décroissance. Certains ont atteint leur pic, d'autres, comme celui-là, c'est étonnant qu'ils ne soient pas en croissance. Cet Etika-là, Etika, c'est dans le Loyo, Pennsylvanie. C'est la couche qui est en dessous du Marcellus. On continue. Pour le back-end, eh bien là aussi, est-ce que c'est à cause du prix du pétrole, du baril de pétrole? Probablement, mais là, le back-end, qui était prévu quand même plafonner vers 2017, plafonne déjà, et puis il y a certains qui disent qu'il est en décroissance.
On continue. C'est le pétrole de schiste. Quand c'est en brun, j'essaie de mettre pétrole. Quand c'est en bleu, j'essaie de dire que c'est du gaz, un peu comme le gaz métro, excusez-moi. Donc, ici, juste pour vous montrer le prix du baril de pétrole, jusqu'en 2013, on peut voir que ça varie quand même assez largement, de 40 à 120 $ le baril. Et puis, il y a des projections qui changent d'année en année, comme on peut le voir ici. En 2014, on prévoyait la courbe en vert, et là, cette année, il prévoit la courbe en noir. Ce qui est normal, parce qu'on a une baisse quand même assez conséquente du prix du baril de pétrole. Mais, chose que je m'explique mal, en 2040, les courbes reviennent toujours au même endroit. Ce qu'il faut noter, c'est que les variations générales sont beaucoup plus rapides, de l'ordre de 10 $ par an, alors que les variations qui sont estimées dans le futur, c'est toujours une petite augmentation de 1 à 2 $ par année. C'est ce qu'on retrouve à chaque fois dans ce qu'on appelle les prévisions pour les décennies à venir. Prochaine diapo. Pour le Québec maintenant, prochaine diapo, on peut voir qu'on a la vallée du Saint-Laurent, ici en bleu, qui se poursuit jusqu'à Anticosti, une petite partie de la Gaspésie de rien du tout. Et puis on a le secteur appalachien ici, là, qui va de la Montérégie jusqu'à la Gaspésie. Prochaine diapo. Et on a aussi, là je vous ai montré la partie qui était terrestre, il y a la partie quand même qui est marine, ou dans le golfe du Saint-Laurent. Donc on a le bassin de Gaspésie, plutôt en Gaspésie, le bassin d'Anticosti autour de l'île d'Anticosti, et le bassin de Madeleine, ici, qui est dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, tous ces bassins-là contiennent des hydrocarbures. On continue. Et il y a différentes couches de roches aussi qui en contiennent. Là, je vais vite, je le sais, mais juste pour vous signaler, par exemple, ici qu'on a le shale de Lorraine, le shale d'Utica, qui sont des gisements très intéressants parce que si on le compare avec le Marcellus, le Montney, le Muskeg, le Eagle Ford, etc., toutes des shales qui ont eu des productions intéressantes, on peut voir que le Lorraine et l'Utica sont très bien positionnés. On continue. Ici, ce sont des dolomies qui sont intéressantes selon le ministère des Ressources naturelles. Donc, il y en a même ici au lac Saint-Jean, il ne faut pas l'oublier. Il y en a sur la rive nord du Saint-Laurent. On continue. Les dolomies, c'est un type de roche. Il y a des calcaires, les dolomies, etc. Donc, ici, on est dans des grès en Gaspésie, le grès de Gaspé, là où est-ce qu'on creuse présentement à Aldeman, on fort dans cette couche de grès-là. Et il y a des potentiels, par exemple, ici, ils disent qu'il y a environ 100 millions de barils qui pourraient être récupérés. Mais tout ça, c'est pour vous signaler que dans plusieurs régions du Québec, on a des gisements dans des différentes couches de roches. Prochaine diapo. Marc, il reste 15 minutes. D'accord, je vais vite. Donc, juste pour vous signaler que de 1985 à 2015, la superficie des permis pour forer des hydrocarbures, ça augmente pour atteindre un sommet en 2009. Plus de 90 000 km² du territoire québécois étaient sous permis. Et puis, ça diminue tranquillement, un peu par attrition, parce que les permis ne sont pas nécessairement renouvelés automatiquement par les compagnies gazières. On continue. Donc, la dernière carte que j'ai de compilation des permis du ministère, on voit que la vallée du Saint-Laurent est toujours couverte, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent en grande partie. Il y a Chaudière-Appalaches, ils ont perdu des permis, mais il ne faut pas oublier le lac Saint-Jean et l'Estrie, les Appalaches. Donc, en 2015, fait étonnant, il n'y a plus de cartes, il n'y a plus de données. On a une liste de permis, mais on n'a plus de cartes. Donc, il va falloir que des gens comme moi et Marc Durand se mettent à aller dessiner sur la carte du Québec pour essayer d'avoir une image de la situation. On continue. Ça, c'est c'est la Radio-Canada, le 11 août 2015, à cause du gisement Bourg, qui disent qu'il y aura du gaz naturel. Évidemment, là, ils sont impatients que ça va alimenter les minières sur la rive nord. On continue. Ça, c'était le janvier 2014. On parlait d'un moratoire, sauf qu'il n'y a jamais eu de moratoire, mais ça revient toujours. On continue. Et pourquoi il y a un moratoire sur les basses terres, mais il n'y en a pas en Gaspésie? Ben, c'est avec certaines démarches qu'on avait entreprises avec le cabinet du ministre Blanchette. Il disait que c'était une question d'acceptabilité sociale. Dans le cas de la vallée du Saint-Laurent, l'acceptabilité sociale n'est pas résolue.
Et il explique que ce n'est pas la même chose en Gaspésie et à l'île d'Anticosti. Donc, on peut voir c'est quoi le raisonnement du gouvernement. On continue. Donc, ça, c'était, encore là, c'est Radio-Canada. On peut voir la dimension des gisements selon évidemment les promoteurs. Donc, sur l'île d'Anticosti, 40 milliards, en Gaspésie, 70 millions, etc. On continue. J'essaie d'aller vite. Ici, c'est un rapport récent rendu public en 2014 par des géologues de la Commission géologique du Canada. Il y a deux cartes. Il y a une carte pour le gaz, il y a une carte pour le pétrole, avec des zones qui sont très productives, qui contiennent beaucoup de gaz, ici autour de Québec. Là, vraiment ici, on a Saint-Antoine-de-Tilly. Là, ici, on a plus près de Lévis-Saint-Nicolas. Et il y a d'autres zones, comme ici, ici c'est Saint-Hugues. Pour le pétrole, ici, on a Masquinongé. Et puis là, on a encore Saint-Nicolas, qui contient beaucoup de pétrole. Donc, on peut voir que si on somme toutes les roches dans cette zone-là, on aurait l'équivalent de 2,3 milliards de barils de pétrole. Et ici, on aurait 180, ce qu'on appelle des térapieds cubes de gaz, qui équivaut à 3,2 milliards de barils. Donc, en termes d'énergie, la vallée du Saint-Laurent comporte plus d'énergie sous forme de gaz que sous forme de pétrole. Sauf que le gaz vaut encore actuellement 3 fois moins que le pétrole. Donc, en termes de dollars, c'est le pétrole qui est plus intéressant pour l'entreprise dans la vallée du Saint-Laurent. On continue. On passe, s'il vous plaît. On passe. Ça, ce sont des plateformes telles que prévues au BAP, à l'IES, etc. On passe. La zone qui serait la première visée, c'est la MRC de Bécancour ici, la zone numéro 1. La deuxième zone, c'est celle de Nicolet-Yamaska. Et la troisième, c'est le Binière. On continue. Ils ont imaginé des scénarios où on voit plein de plateformes, comme on peut voir ici. Ils ont essayé de caser, il y en a quelques centaines. On continue. Et évidemment, il y a des contraintes anthropiques, comme ils disent. Donc, malheureusement, il y a des villages assez peuplés, il y a des fermes, il y a toutes sortes de choses, il y a des cours d'eau. Et ils en arrivent quand même à placer sur à peu près la moitié du territoire plus de 200 plateformes qui contiendraient chacune 6 à 8 puits. On continue. On passe là-dessus. C'est juste pour dire qu'il y avait des... comme on peut voir, ça c'est très récent. 1er juillet 2015, l'industrie contre-attaque pour le gaz de schiste. Donc, il faut se réveiller. Ils sont là, ils attendent. Ils sont derrière le mur. Juste un petit peu avant, ici, on avait, juste après, le shale de l'Utica se trouve à certaines profondeurs. Sur la rive nord, il est plus proche de la surface. Sur la rive sud, un peu plus profond. On continue. Et malheureusement, les fracturations dont on a des données ici au Québec se sont produites sous la limite des 600 mètres. Il y en a eu quelques-unes plus proches de 1500 mètres, mais il faut noter qu'on est très très loin de la médiane des fracturations aux États-Unis qui se produit à 2500 mètres. En Allemagne, ils prévoient que la fracturation doit se faire seulement à plus de 3 km sur la surface. Ici au Québec, on a mis 600 mètres. On continue. Ça, c'était Anticosti avec Mme Marois. On continue. Et ici, c'est une photo aérienne de la plateforme du site Sainte-Marie-Anticosti l'année dernière. On continue. Ici, on a Old Darray. Old Darray, où c'est tiré de l'émission Découverte. On peut voir la structure d'Old Darray, évidemment, elle est ici sous la plateforme, sous le chenal laurentien. On a Terre-Neuve de ce côté-là, les îles de la Madeleine. Et ici, on a la Nouvelle-Écosse. Donc, on peut voir, c'est une structure qui est en plein milieu du chenal laurentien. On continue. Le gaz naturel liquéfié. Là, je dois mes 5 minutes. Après, on pourra peut-être arrêter. Donc, le gaz naturel liquéfié, on le retrouve pour les traversiers à l'heure actuelle et également pour le transport par camion. Il y a aussi certaines voitures, mais ici au Québec, c'est surtout là le transport par gaz naturel liquéfié se retrouve. Prochaine diapo. Donc, ici, on a le Félix-Antoine Gauthier, je crois, qui est un traversier qui fait Matane-Godbout. Ça a été sorti en grande pompe, gaz naturel liquéfié, parfait, c'est vert, c'est vert. Ça veut dire que quoi, ça, c'est vert? En tout cas, chose certaine, il est obligé de rouler au diesel parce qu'ils ont eu des problèmes avec leur moteur. Mais comment se fait-il qu'on fait un bateau
qui à la fois peut fonctionner au diesel et au gaz naturel. C'est assez étonnant. On va vraiment payer cher pour. On continue. Les projets de gaz naturel liquéfié se multiplient. C'était dans le Journal de Montréal. On continue. Ici, on a